C'est une étude qu'on avait fait sur les jeux traditionnels en 2004. Les jeux traditionnels, ça s'appelle des jeux et jouets pratiqués patrimonialisation. L'idée, c'était de montrer en fait comment les jeux en Guadeloupe ont évolué au cours du temps. Donc, après cette étude, on a eu la chance de travailler justement dans une IME, Institut médico-éducatif, avec des enfants, où on a pu mettre en pratique la panoplie des jeux traditionnels qu'on utilise encore aujourd'hui. Justement, on a pu donc travailler avec différents professionnels, des psychomotriciens, des éducateurs, des enseignants. Et dans le cadre du deuxième festival des jeux traditionnels, on a eu justement l'apport d'une psychomotricienne, Nicole Albert, qui nous a fait un travail assez détaillé sur comment on peut utiliser les jeux au niveau de la psychomotricité. Quand les enfants vont jouer au jeu de piscine, quand les enfants vont jouer avec des cabois, quand les enfants vont jouer avec n'importe quel jeu, des gestes sport, justement, il y a toujours un apport moteur intéressant à exploiter pour justement favoriser l'amélioration de leurs conditions. Donc justement, vous avez la possibilité de voir un peu davantage d'informations avec un ouvrage qu'on a fait l'an dernier qui s'appelle justement Les jeux et jouets, un enjeu global pour la Guadeloupe. Ouvrage dans lequel on aborde les jeux à différents niveaux, tant au niveau pédagogique, au niveau historique, au niveau culturel, au niveau de l'artisanat. Et je ne sais pas, moi, par exemple, si Benzo qui a fait une contribution là-dedans, bref, différents professionnels dans différents niveaux qui nous ont apporté leur contribution sur les jeux traditionnels. Et donc, avec la psychomotricienne, lorsqu'on a accordé, alors il faut que je précise, je vais préciser que moi je suis aussi éducateur sportif. Donc avec la psychomotricienne, on a décidé de faire un travail commun en alliant l'apport psychomotricité et l'apport d'éducateur sportif. Et on s'est rendu compte justement que les jeux pouvaient favoriser un apprentissage au prérequis. Et justement, on a eu l'exemple avec le jeu de Pichi, les pieds caco et d'autres jeux encore qu'on pourra à l'occasion échanger là-dessus. De manière un peu plus poussée, donc depuis maintenant 2 ans, on a commencé à travailler aussi au CHU. On a fait un stage en MPR. C'est pour souvent les publics qui ont eu des AVC, bien souvent, qui ont des fois justement un peu de perte au niveau de leur possibilité de la motricité de leurs membres. On a décidé de faire un travail sur les jeux traditionnels en direction de ce public-là. Donc avec des médecins, par exemple le docteur Foucan, le docteur Monlou. Il s'agissait d'expérimentation utilisant justement donc les jeux traditionnels dans le but d'entraîner la motricité des membres sollicités avec donc différents patients en réadaptation. Ça a été une expérience d'ailleurs assez riche, assez intéressante, où ça nous a demandé justement d'adapter les jeux. De là d'avoir les jeux simplement, comme vous pouvez les voir, pour jouer, nous a fallu vraiment les réadapter pour qu'ils soient accessibles aux différents patients. Donc par exemple, certains jeux, on a dû les agrandir ou les rafraîchir ou vraiment faire en sorte qu'ils soient beaucoup plus pratiques pour les patients qui étaient avec nous. Et donc justement, ça nous a permis de parler de jeux traditionnels adaptés. Vous pouvez voir par exemple sur la photo d'en haut, c'est un jeu qu'on appelle le jeu de Timarel. Je pense que beaucoup de dames doivent connaître ce jeu-là. C'est un petit jeu souvent qu'on faisait en dessinant carré au sol. Il fallait aligner donc des pierres ou des billes qu'on avait. Ce jeu, on le fait sur un petit support en carré qui fait à peu près 25 cm de largeur. Par rapport à nos patients, on a dû adapter en faisant des jeux beaucoup plus grands, vous voyez, comme sur la table, donc de grands plateaux, pour permettre justement aux patients de favoriser, de travailler la motricité de leur membre supérieur. C'était beaucoup plus pratique, par exemple, au lieu d'avoir simplement un jeu, on utilisait l'appréhension, juste les doigts déplacés, en agrandissant le jeu, ça faisait que les patients pouvaient travailler la motricité de leurs bras plus facilement. Et pour d'autres jeux aussi, donc on a dû adapter les choses. Par exemple, vous connaissez le fameux jeu qu'on appelle le Ika et Paka? Un jeu où il faut lancer des balles. Bien souvent, donc c'est un jeu qui se joue au sol pour nos patients. Mais justement, on a dû les adapter, simplement en faisant en sorte qu'on puisse les jouer sur une table. Au lieu d'avoir à se baisser, c'est parfois compliqué pour certains patients. On a dû adapter, donc le même jeu, on a pu le jouer en étant sur une table ou sur d'autres supports. On a même vu, je ne sais pas si vous avez fait attention, oui, par exemple, même pour les pneus. Vous voyez le jeu des pneus, des roues.
Bien souvent, on avait par exemple des patients qui trouvaient que les bâtons qu'on utilisait étaient trop bas. On a agrandi un peu les bâtons pour qu'ils soient plus à l'aise et pour qu'ils puissent jouer tout naturellement. Donc ça demande d'avoir une petite réflexion sur le jeu de base et en l'adaptant pour que ce soit plus pratique et plus accessible pour le grand public. Donc ça nous a demandé par exemple de faire de mettre des outils en place. Et là par exemple, vous voyez, c'est un tableau où, avec certains jeux, Ike Paka, Roux, Banza, Timaret, Likako, etc., on voyait déjà les différentes postures qu'on pouvait avoir sur certains jeux. Et même si initialement il y a des postures de base, on voyait que par rapport à nos patients, on pouvait justement adapter le type de posture pour permettre le travail qu'on voulait faire avec les patients. Quoi, les postures, les membres sollicités, l'intérêt du jeu par rapport au service dans lequel on était, et les lieux, et voilà. Donc, en détaillant davantage ce genre d'action, ça nous a permis donc de continuer à approfondir les différentes actions qu'on voulait faire avec nos patients. Depuis 2 ans, nous avons créé une fédération caribéenne des jeux traditionnels, où on a regroupé des amis de la Martinique, de la Dominique, Haïti, un peu partout. On a même été aussi avec les camarades panaméricains, le Mexique, le Brésil et compagnie. Et on s'est rendu compte qu'eux aussi, ils avaient des pratiques au niveau des jeux, et parfois aussi se occupaient de la santé. Notamment, il est devenu un ami, M. Yuri Routin, qui est de la Martinique, justement qui est cadre en activité physique adaptée. Il a donc analysé l'impact d'un programme de jeux traditionnels et modernes sur l'isolement relationnel et le sentiment de solitude chez les retraités martiniquais. Donc il avait fait justement une étude là-dessus pour voir en fait comment ça se passait au niveau des retraités. Donc c'était une première approche aussi qui pouvait lier la santé et les jeux traditionnels. Et donc on s'est rendu compte que la mise en relation justement de tous les aspects biologiques, psychosociologiques liés au jeu montre bien que le jeu traditionnel peut être un outil donc pédagogique de santé et que son utilisation peut se généraliser à l'ensemble de la société. D'ailleurs, il préconisait que la construction d'un programme pédagogique et éducatif de promotion à la santé pourrait être une piste originale pour justement analyser, intégrer des programmes de recherche. Ça, c'est pour la Martinique. Chez nos copains de la Dominique, eux, par exemple, comme ils sont encore plus branchés sur la nature, ils utilisent les éléments de la nature pour fabriquer des jouets. Avec des feuilles, avec des troncs d'arbres, avec bref, tout ce qu'ils trouvent sur leurs mains. C'est encore une autre approche. Nous, on est encore, par exemple, dans l'utilisation du bois, des matériaux pour jouer. Eux, ils utilisent également donc, les éléments de la nature pour jouer et autre chose. Donc, justement, on parle d'une approche écologique, utilisant l'élément de la nature directement comme objet ludique. On peut utiliser au niveau du recyclage et aussi au niveau de la transformation. Lorsqu'on voit un peu les enfants jouer, on se rend compte que nos jeux traditionnels ont un aspect quand même moteur important. Parce que quand on joue à la trottinette, au cabois ou autre, on se rend compte qu'il y a beaucoup, ça fait souvent aspect à la locomotion, les enfants doivent souvent se déplacer, ils doivent se pousser, ils doivent sauter, ils doivent courir. Et donc d'ailleurs, c'est déjà une première approche par rapport à la santé. Le fait de faire une activité physique, déjà améliorer sa santé. Et en plus, on voit bien sur le visage des gamins que la plupart du temps, ça procure de la joie, un sentiment de plaisir, qui est aussi encore une autre approche de la santé. Parce qu'on est content d'améliorer sa santé. Les jeux traditionnels, donc, contribuent à ça. On a beaucoup parlé de jeux, mais peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas spécialement que jeux traditionnels. Donc, pour un petit rappel, quoi, pour certains jeux, hein, donc ce qu'on appelle dans un fameux lance-pierre, hein, on appelle Gespov aussi chez nous, le Ika et Paka, on a aussi les toupies à main que la plupart d'entre nous connaissent. Les cabois, j'avais un petit modèle là. Les roues, les pneus, hein, bien connus. Roulette, sec, cerf-volant, cabois. Vous connaissez tous les jeux, plus ou moins? Là-bas. Trottinette, les toupies. Nouveau petit jeu assez sympathique. Le 10 bois, c'est un jeu de lancer.
Pas très compliqué dans la manière de jouer, mais très intéressant. C'est un jeu qui est assez motivant d'ailleurs. Des bonbons, des courses en sac, des tirs à la corde, bref, une palette de jeux assez diversifiée. C'est pas exhaustif, hein. Il y a encore beaucoup d'autres jeux, mais ce sont les jeux qu'on utilise le plus souvent lors de nos animations, lors de nos interventions. Donc par rapport à ces jeux, on se rend compte que les ressources mobilisées sont diverses, tous les jeux. On parle de ressources bio-informationnelles, par exemple les jeux qui sollicitent la perception, la décision, la programmation. On parle de ressources aussi bioénergétiques, ce qui est donc production de l'ATP. On parle de ressources biomécaniques, des jeux qui vont solliciter la force, la vitesse. On parle aussi de ressources bioaffectives, tout ce qui est au niveau relationnel, au niveau de l'émotion, ce que ça va créer lorsqu'on va jouer. On parle de ressources aussi cognitives, la connaissance, savoir comment jouer, savoir connaître le jeu, savoir les méthodes, la manière de jouer. Et aussi, donc, on parle de ressources socio-affectives, et donc contrôle de ses émotions, évaluer les risques. Donc, dans les jeux, dans tous nos jeux traditionnels, on se rend compte qu'il y a différents types de ressources qui sont utilisées pour les jeux. Alors, on a déjà un peu beaucoup parlé, mais la jouethérapie, donc c'est quoi finalement? Pour nous, on définit la jouethérapie de la manière suivante. C'est donc une innovation dans la prise en charge globale de l'usager, des patients ou des bénéficiaires, par les jeux et jouets traditionnels adaptés donc, au service de la santé. Elle permet donc un développement des capacités motrices, physiques, psychologiques. Et donc notre projet de jouethérapie répond donc à une problématique sur laquelle on travaille déjà depuis 4 ans, basée sur l'observation des jeux en direction des différents publics. Je précise ça parce qu'il existe ce qu'on appelle la ludothérapie. On se distingue de la ludothérapie, pourquoi? Bien souvent, la ludothérapie concerne, c'est une approche qui s'occupe des patients, surtout au niveau psychologique ou mental. Lorsque quelqu'un a eu un décès, on va faire appel à un ludothérapeute. Lorsque quelqu'un est angoissé, on va faire appel à un ludothérapeute. Tout ce qui est de l'ordre psychologique, mental, très souvent, le ludothérapeute fonctionne avec ces patients-là. Nous, on s'inscrit dans une dimension beaucoup plus globale. On estime que oui, on peut s'occuper donc du patient au niveau mental, mais avant tout, aussi au niveau physique. Parce que c'est par l'action que tout se produit. Quand la personne va jouer, l'adulte, l'enfant, peu importe, c'est à partir des actions qu'il va faire dans le jeu qui va permettre une amélioration de sa santé. Mais pas simplement sur le schéma psychologique ou mental, mais beaucoup plus global. Donc, la jouethérapie, ça peut être une solution, hein, plein d'autres solutions, mais aussi, par exemple, pour tout ce qui est trouble de l'attention, ou trouble du comportement, voilà. Ceux qui ont des fois des surcharges pondérales, le fait de jouer, ça peut favoriser aussi l'amélioration à ce niveau-là. Des problèmes de coordination, d'équilibre. Et ça permet aussi, pour certains, l'intégration du schéma corporel. Et même pour les personnes qui ont des troubles cardiovasculaires, on verra par la suite que les jeux traditionnels peuvent être une solution. D'ailleurs, depuis peu, on intervient au CHU au niveau du service chirurgie pédiatrique avec des enfants. Et on se rend compte que, avec eux, on arrive donc à adapter encore certains jeux, et surtout à leur faire sortir de l'ambiance où vont être. Ils sont déjà un peu embêtés, parce qu'ils sont à l'hôpital, ils ne voient pas forcément tout le temps leurs parents, bref. Et donc on apporte certes de la joie, mais on leur permet aussi d'avoir une petite activité, finalement, où ils peuvent jouer donc avec des lance-pierres, avec des cailles pacards, avec le jeu de Timarel et bien d'autres encore. Donc l'idée c'est, certes, de permettre à l'enfant d'avoir une activité, de connaître aussi toujours son patrimoine, c'est très important pour nous, connaître sa culture, et en même temps donc d'avoir une petite activité qui sort un peu de l'ordinaire. Au niveau du service FPR, justement, on s'est rendu compte que la rééducation par le jeu dispose de nombreuses vertus. Elle permet au rééducateur de maintenir la motivation du patient, de l'éloigner de sa pathologie, de diminuer ses douleurs, de le rassurer. Il permet également une interactivité lorsqu'elle est pratiquée en groupe.
Il a été démontré que le jeu favorise l'activation de mécanismes d'apprentissage par l'intermédiaire de facteurs tels que la motivation et le plaisir, je le disais auparavant. Lorsque les gens jouent, on ne met pas compte qu'ils font une action, une activité. On ne met pas compte qu'ils sont en train de se guérir même naturellement. Je vais vous donner par exemple, je me rappelle il y a quelques mois, nous étions à Laura Plesset. C'était une grande journée. Il y avait une famille, allez, bien 80 ans à peu près. Et puis elle a commencé à jouer avec le Ikea Paca. Elle a lancé sa balle, la balle est rentrée. Ah, la vie était contente. Elle s'est dit, pouh, elle continue. Qu'est-ce qu'on a fait? On a allongé un petit peu la distance. On l'a mis à 10 mètres plus loin. Elle n'a pas perdu la foi, comme on dit. Il continue de jouer Ikea Paca. Pendant une demi-heure, la dame avait sa grande robe, était capable de se rebailler et qu'à jouer Ikea Paca tranquillement. Pendant une demi-heure. Donc vous imaginez, à chaque fois en faisant des petites flexions, tranquillement pendant une demi-heure, la dame travaillait la motricité de ses cuisses, tranquillement, sans même avoir l'impression d'avoir fait de l'exercice. Donc c'est ça pour nous aussi la thérapie. Faire en sorte qu'en jouant, on améliore ses capacités. En même temps, on peut être en interactivité avec différents publics, en personne. Ah, par exemple, le monsieur là, il est en chaise roulante. Il faut que je vois avec l'histoire, même si on n'a pas beaucoup de temps. Ce monsieur-là, donc, il ne pouvait pas trop tellement se déplacer, toujours assis. Là, il voit Ikea Paca, il a oublié qu'il avait une chaise. Et en fait, il y a qui levé, puis il a lancé. Donc, on était un peu inquiet au début parce qu'il a complètement zappé sa chaise roulante. Il a commencé à jouer, je ne sais pas, ça crée une stimulation chez lui, qui fait que pendant toute l'après-midi encore, il s'est mis à jouer, ça lui a rappelé certaines choses de son enfance, je ne sais pas, tous les processus qui sont passés dans sa tête. Mais en tout cas, nous sommes obligés qu'Abbé pour qu'il joue sans être dans une situation de risque. À côté, pareil, c'est une dame qui n'avait pas longtemps fait un AVC. Donc, avec le jeu de roulette, qu'on a dû adapter aussi pour qu'il soit un peu à son niveau. Donc, elle s'amuse à faire des slaloms, à marcher tranquillement avec son jeu, qu'on a dû adapter. Donc, la jouethérapie, c'est aussi des personnes qui sont en situation de handicap, aussi pour les personnes âgées. C'est vraiment pour le tout public, c'est pas réservé aux enfants, contrairement à ce qu'on pourrait croire. D'ailleurs, on voit là aussi que la jeune fille là, qui n'a vraiment pas beaucoup de possibilités motrices, a pu lui faire jouer avec un petit cabois en adaptant justement le jeu. Donc elle tenait son bâton, nous on dirigeait. C'est toujours pour créer de l'interaction. Et le monsieur qui est à côté, c'est un monsieur justement qui est le président de la fédération, je crois, du sport adapté en Guadeloupe. Son nom, très bon tireur au début de chasse. Et bien, il jouait avec le G-Sport. On a été agréablement surpris de voir que même en chaise roulante, à plus de 40 mètres, il arrivait justement à atteindre sa cible. Voilà encore quelques exemples pour montrer qu'on arrive avec la jouethérapie à adapter et les interventions. Puis peut également avec le service de cardiologie. On a décidé de faire une tournée, donc on a dû faire 4-5 interventions lors des journées jouratiques. On a fait ça comme ça avec le docteur Mouna Edreville. Justement, à l'issue de ces journées, on a créé donc des outils permettant aux personnes qui avaient eu des AVC ou autres de pouvoir utiliser les jeux à différentes façons. Donc là, ça se voit pas très bien. Et on a donc différents jeux, toupies, trottinettes, banzas, etc. On a marqué donc les verbes d'action qui concernaient ces jeux. Par exemple, pour le G-Sport, ce sera l'utilisation des bras. Pour la roue, ce sera l'utilisation des membres supérieurs et inférieurs. Bref, et quelques précautions, la durée du temps, on pourrait jouer avec, quelques astuces, à quel âge, et pourquoi jouer donc avec les jeux traditionnels. On espère donc de créer peut-être un centre de jouethérapie d'ici quelques années, peut-être quelques mois, jamais, pour justement permettre aux différents publics qu'on a vus pouvoir venir chez nous et d'avoir des activités qui seraient adaptées à leurs possibilités. Donc l'objectif général, c'est donc d'élaborer des critères thérapeutiques et scientifiques observés lors de l'utilisation et la pratique des jeux traditionnels en Guadeloupe. Donc un objectif spécifique, c'est donc de prouver l'intérêt thérapeutique des jeux dans les différentes prises en charge, de créer aussi une dynamique de recherche pluridisciplinaire
de réaliser enfin un programme de recherche thérapeutique et scientifique avec les jeux. Et à court terme, ce sera de créer un guide thérapeutique de jouet-thérapie. D'accord? Et puis, comme je vous disais par la suite, certainement mettre en place un centre de jouet-thérapie. Donc, au niveau des activités, l'idée ce serait, de même que par exemple, régulièrement, on a des cours de broca, des cours de salsa, des cours de tout, on pourrait avoir aussi des cours de jouet-thérapie adaptés. En fonction donc des compétences de chacun, on pourrait avoir des séances, peut-être par exemple pour les personnes âgées, ou les activités de niveau beaucoup plus tempo, on va dire, ou des séances beaucoup plus actives avec vraiment du sport en faisant la jouet-thérapie. Depuis peu, on a aussi décidé d'aller un peu plus vers les jeux traditionnels, mais en alliant aussi les jeux de société. Donc on a créé un jeu de cartes des 7 familles de jeux traditionnels. La particularité, c'est qu'en plus on a décidé de mixer les jeux avec nos personnages de conte antillais. Vous allez voir, par exemple, dans ce jeu de cartes, on a Compé Lapin qui va jouer à Gesport, on a Compé Cochon qui va jouer au course en sac, on a Compé Cabri qui joue à la trottinette. Bref, l'idée c'est de permettre déjà aux plus jeunes de découvrir nos jeux traditionnels, de découvrir les personnages des contes antillais et donc de découvrir aussi leur culture, tout en s'amusant en groupe, en famille, à plusieurs, parce que bien souvent, les jeux modernes ne nous apprennent rien, on est souvent de façon individuelle à jouer personnellement avec sa Game Boy ou autre. Mais non, on favorise vraiment encore plus avec la jeu-thérapie de travailler ensemble, de s'amuser ensemble et d'évoluer ensemble. C'est bientôt fini. Alors, on se rend compte donc que le jeu est un bon dissimulateur de l'effort physique et mental, que l'emprise qu'il suscite induit donc des efforts cognitifs et corporels dont les pratiquants n'ont conscience qu'une fois des fois le jeu terminé. Donc pour nous, en définitive, la jeu-thérapie, c'est un nouveau paradigme de prise en charge basé sur des pratiques ludiques, endémiques, historiques, culturelles et traditionnelles de la Guadeloupe et de la Caraïbe, bien sûr en collaboration donc avec les différents professionnels de santé, et au service donc des enfants, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et aussi bien sûr des personnes valides. Voilà. Et donc, je vais terminer par une petite citation d'une collègue, d'une ancienne collègue qui disait que la nature offre le matériau, l'imagination fait le reste. Et donc nos sociétés ont ainsi été dotées d'un patrimoine culturel extraordinaire à travers ces jeux, véritable trésor sous forme d'outils de développement. C'est un héritage qui nous appartient d'enrichir, entretenir, valoriser, pour mieux les transmettre à notre tour. Donc voilà, je vous remercie. Et puis, en précisant quand même que dans très peu de temps, d'ici le mois de juin, on vous invite déjà au prochain festival des jeux traditionnels qu'on organise sur le stade des Avis. Donc le samedi 10 juin, si jamais vous êtes disponible, ce sera avec plaisir qu'on pourrait peut-être continuer à échanger, continuer à s'amuser avec vous tous. Merci beaucoup. Ce matin, ça m'a beaucoup passionné et d'être en compagnie des jeunes, des diététiciennes, et donc voilà, on va ensemble. Donc Madame Jégu m'a demandé de vous parler des aliments diarrhées d'aujourd'hui. Alors la première chose que je vous dirais, n'oubliez jamais, et jamais, que vous vivez sous une île. On n'est pas à Paris, on n'est pas sur le continent, on n'est pas en Russie. Vous savez, vous êtes à Paris, vous pouvez aller en Belgique, vous pouvez arriver en Hollande, jusqu'en Russie. Là, vous vivez sous une île. Et ça, je l'ai compris. On vit sous une île. La première chose à assurer, qu'est-ce que je mange? Vous savez, j'ai la chance, j'ai la très grande chance d'être le résultat de 3 siècles. Je vous explique ça, parce que c'est très important de comprendre ça. J'ai une fille qui s'appelle Joanne, et je suis le papa de Joanne, et le grand-père de ses 2 enfants. Joanne a 32 ans, donc sur 3 décennies, je suis grand-père. Pour moi, mon grand-père, il est né en 1837. Si
19e siècle. Mon papa est né en 1888, ma maman en 1904, moi en 1955. Donc, papa au 19e siècle, maman au 20e et moi je suis au 21e siècle. Donc, sur une seule personne. Et j'ai eu la chance de discuter avec mon papa, qui a vu l'évolution de la montagne pelée et qui a vu toute l'évolution de la Guadeloupe en termes de transformation. Et j'ai pu bénéficier de ça. Et mes parents nous ont toujours élevés, en fait, dans la nature. Maman était passionnée de plantes, horticultrice. Mon papa, avec 87 ans, il coupait 1 hectare de bananes, sans problème, il montait dans les arbres. Et ça, j'ai vécu ça, et ils nous ont inculqué plusieurs choses. Et mon papa et ma maman m'ont appris 3 verbes: aimer, donner, prier. Aimer, comme ton frère, ta soeur, des amis, voilà. Donner, partager tout ce que tu as, tes connaissances, partage un fruit, partage ce que tu as, ta voiture. Et crée, n'attends pas qu'on crée pour toi. On ne créera jamais pour toi. Et donc la créativité inventive et productive est très importante quand on vit ce milieu. Et ça, je l'ai compris, parce que nous, on attend tout du bateau. On n'attend pas du bateau. 8 sur 10. Je vais vous donner des chiffres. 8 sur 10, c'est 80% de notre alimentation est importée. 8 aliments qu'on ingère sur 10 aliments, en fait, toutes les personnes qui sont dans cette salle, je dis bien toutes les personnes qui sont dans cette salle, il n'y a personne qui me dit là qui ne va pas dans les hypermarchés. Personne. Oui, c'est vous? Il n'y a pas d'exception. 8 aliments sur 10, voilà. Et n'oubliez pas qu'on n'est pas à l'abri d'une 3e guerre mondiale. On a connu, mon papa a connu 1914-18, mon papa a connu la Première Guerre mondiale, mon papa a connu la Deuxième Guerre mondiale. Il m'a parlé du temps serein, avec Coco Poussavant, où les gens, en fait, se débrouillaient pour manger, voilà, parce que le bateau n'entrait pas, quoi. Alors, imaginez un instant, Troisième Guerre mondiale, je suis pharmacien, et donc vous venez dans mon office, et je vous dis, vous savez, hein, votre diabète, le bateau il n'est pas encore arrivé, hein, donc ça sera dans 4 ans, dans 5 ans. Ou bien on va dans la nature, on dit qu'est-ce que nos ancêtres nous ont laissé. Alors n'oubliez pas ça, hein, 8 aliments sur 10 que vous ingérez est important. Alors autre chose intéressante, quand je suis né, regardez, je suis né en 1955. Il y avait 2,7 milliards d'hommes sur la planète Terre. 2,7. Regardez, en 2015, ça s'est inversé. Le 2 est passé derrière et le 7 devant. Nous sommes 7 milliards d'hommes en 2015. Et on prévoit 9 milliards d'hommes d'ici 2050. Après, on ne sait pas qu'est-ce que ça fera. Est-ce que ça descendra? Est-ce qu'il y aura des guerres? On ne sait pas. En 2100, on sera là. Et des gens qui doivent manger le matin, le midi et le soir. Et on mange quoi? On mange des nutriments, issus d'aliments. Et le problème, c'est que tous ceux qui nous envoient à manger, ils sont menacés par des incendies. Vous avez entendu des incendies dans le sud de la France, au Chili, un petit peu partout, quoi. Il y a des incendies partout, il y a des tempêtes partout, donc forcément, notre repas de demain est menacé. Donc, regardez, 2,7 d'hommes, 9 milliards d'hommes, ça doit manger des protéines, des lipides, des glucides, de la mondialisation. Alors, je vais vous poser des questions. Alors, et vous avez intérêt à ne pas mentir, hein, parce que je vais vous demander des précisions. Qui a déjà mangé du cré-cré ici dans la salle? Levez le nom. Alors, voilà. Donc, cré-cré, vous êtes tous morts. Vous êtes devant le pied de cré-cré, le bateau n'est pas rentré, vous pouvez manger le cré-cré, vous êtes tous morts. Qui connaît le mauricif? Tiens, quelle est la couleur du fruit du mauricif? Jaune. Très bien. Une personne vivante. Qui connaît le pomme-pain? Pomme-pain.
C'est tous morts. Comme ça. Qui connaît le 9? 3 personnes, 4 personnes, c'est bien. Qui connaît le 50 hommes? Ah. C'est bien, c'est déjà vu. Qui connaît le cachiment rime? Non, rime. Non, cachiment rime. Pas cachiment rime. C'est tous morts. Qui connaît le embabon? Ah, quand même. Les difficiles. Bien. Qui connaît les caïmites? Pas mal. Très bien. Les zikakapouer. Qui connaît les pommes roses? Pas mal. Qui connaît les sapotes? C'est pas sapoti, hein, sapote. Alors, les gens qui connaissent sapote, quelle est la couleur de la chair? Non. Sapote. Ça dit rose. Voilà. Voilà. Le bouteille. Oui, voilà. Mais, en général, rose. C'est bien. Qui connaît les mérises? Iris. C'est bien. Les mérises. Qui connaît les croix Sainte-Catherine? Non. Voilà. Et qui connaît les séricotes? Là, on les voit là. Alors voilà les sapotes, les service-cotes, nef, caïmite, mauricif, embabon, en fait, pompin, crêpé, cacapoil, mérise, le pois Sainte-Catherine, ce pois-là. Donc on a les pois poussous, les pois calmes, les pois savons, 50 ans, et voici le cachiment rhume. Alors tous ces fruits-là existent chez nous, mais le problème c'est qu'on ne les connaît plus. Jacquier c'est différent, en fait le jacquier, ça c'est pas le jacquier de la famille des moracées, c'est comme le fuyapa, alors que ça c'est la famille du corosol. D'accord? Alors, après les 8 sur 10, 80% des aliments, maintenant retenez 3800, 625, 220. Alors, on a 3800 espèces de plantes. Si vous comptez toutes les petites plantes qu'il y a en Guadeloupe, nous avons 3800 espèces de plantes. Donc 3800 usines capables de fabriquer tout ce dont on a besoin. Les vêtements, le coton, c'est des vêtements. On fait des vêtements en banane. Ça peut nous faire nos aliments, ça nous fait aussi nos médicaments, en fait. On peut tout faire avec eux. 625, c'est 625 plantes pour nous soigner. Vous êtes malade, vous allez prendre un médicament à base de plantes, il y en a 625. Et il y a 220 espèces comestibles. 220 plantes. Quand je vous dis 220, je n'entre pas dans les variétés, hein. Je dis il y a. Si je mets les variétés, il n'y a pas 220, il y a plus. Et alors j'ai compté pour vous, on a 130 fruits, 60 légumes à peu près, 20 tubercules et une dizaine de noix et graines. Et on nous dit que pour être en bonne santé, il faut manger 5 légumes par jour. 5 moins 220, il reste 215 derrière. Encore faut-il les connaître. Donc, si le bateau n'entre pas, et on les connaît, c'est bon. Par contre, si le bateau n'entre pas, on ne les connaît pas, on est mort. Alors, moi j'en ai pas mal dans mon jardin. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Quand la guerre démarre, ne venez pas chez moi. Ne venez pas chez moi. Ne prenez pas des revolvers pour me tuer, parce que si vous me tuez, vous n'avez pas de chance de vivre. Vous vivez sur une île. Et ma maman a dit de partager. Très bien. Mais ma maman m'a dit aussi, venez m'aider. Commencez par venir m'aider maintenant. Je vais vous donner plein de graines, je vais partager. Mais j'ai dit quand la guerre démarre, on n'a pas de guerre, on n'est pas en guerre. On est
en paix. Alors, aujourd'hui, voilà la situation. On va importer 8 aliments sur 10 avec un bateau qui va utiliser du pétrole pour se déplacer. Et donc, le pétrole, en le brûlant, va produire ce qu'on appelle le CO2, du gaz à effet de serre, qui vont réchauffer la planète et donner des cyclones qui vont jeter tous les arbres. Donc, vous importez des aliments qui vous font grossir, qui vont vous générer du diabète. Obésité, diabète sont des facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. Et en plus, vous créez des cyclones. Et le pire, c'est que regardez des manques. Ici, à Mourin-Saint-Claude, ou bien à Capesterre, regardez des malacas sur le couvert, vous ne les ramassez pas. Vous allez courir dans un hypermarché, chercher des choses dont vous n'avez pas besoin et qu'il vous faut acheter avec un argent que vous n'avez pas, alors que vous laissez tomber ce que vous avez et qui vous rend en bonne santé. Eh bien, on est complètement on a un problème. Alors, nous sommes en train de fabriquer la première génération de voir mourir ses enfants. Alors pourquoi nous risquons de voir mourir nos enfants? Comme 80% de votre alimentation est importée, plus de 80% de votre alimentation est transformée. Vous prenez une papaye, vous déposez la papaye dans un rayon d'hypermarché, vous allez voir, ça va pourrir. Vous prenez une goyave, vous allez mettre dans un rayon de supermarché, ça va pourrir. Alors, pour ne pas pourrir, vous allez dire, ah ben, je vais faire une confiture. Mais pour faire une confiture, vous allez chauffer. Et en chauffant, vous allez détruire la vitamine A et la vitamine C, qui sont des antioxydants, qui vous permettent de vivre dans un pays de soleil. Et ensuite, pour faire votre confiture, vous allez ajouter du sucre. Il n'y avait pas en très petite quantité dans la goyave. Donc vous voyez, plus vous transformez un aliment, plus vous enlevez ce qui est indispensable à la vie, et plus vous ajoutez des choses qui sont indispensables à la vie nécessaire, mais dont le surplus va générer le diabète, les maladies cardiovasculaires et toutes ces problématiques. Vous prenez par exemple le riz. Vous allez, pays industrialisés, on produit beaucoup de riz. Ils ont enlevé la paille de riz. Cette paille de riz contient la vitamine B1. Et vous savez que cette vitamine B1, quand il y a des carences, peut être responsable de maladies nerveuses comme le beriberi. Et aussi, la vitamine B1 entre dans le métabolisme des glucides, dont le riz est un glucide. Donc vous voyez que plus on transforme un aliment, plus on l'enrichit en éléments néfastes, le sucre, du sel pour faire des salaisons. Et en plus, les salaisons, dans mon temps, on utilisait le chlorure de sodium, mais maintenant, les cuirs à cochon, en fait, sont faites avec des nitrites pour donner la couleur rose. Et il faut savoir que les nitrites, en présence des bactéries de notre intestin, vont donner ce qu'on appelle des nitrosamines. Et il n'y a pas plus cancérigène que les nitrosamines. Donc, vous êtes mort de cancer de queue à cochon ou de chlordécone? On ne sait pas. On ne sait pas. Et ensuite, vous voyez, sucre, sel, graisse, parce qu'on peut aussi faire macérer dans de la graisse. Donc vous voyez, comme 80% de notre alimentation est importée, donc à frais, transformée, donc appauvrie en éléments qui sont essentiels à la vie. Ensuite, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce que vous mangez? Ah, vous mangez des sandwichs. Il y a des yaourts, des pizzas, des boissons sucrées, etc. Parce que tous, vous allez dans les hypermarchés, on ne vous voit pas tellement nombreux, ça commence à changer depuis 2009. Dans les marchés du soir, tant mieux, c'est bien, ça change. Et donc, on mange très peu frais et on mange beaucoup transformé. Avec ça, on ne peut pas faire des hommes. Je n'ai jamais vu un pied de Coca-Cola. Je n'ai jamais vu ça. C'est une pure invention humaine. Je n'ai jamais vu un pied de sandwich. Ça n'existe pas. Ce sont des inventions humaines. L'homme s'est pris, ou Dieu, il invente des aliments. Alors que les plantes fabriquent ça, regardez. Le bananier, il est là, il fabrique des bananes sans bouger. Des bananes. Le cocotier, il est là. Il fait des cocos sans bouger. L'igname est là. Il fait des ignames sans bouger. Moi, si j'ai besoin de coco d'une banane, je suis obligé de me déplacer. Donc vous voyez que comment les plantes
arrive à nous fabriquer des choses extraordinaires, la presque quasi-totalité de notre alimentation. Même des viandes de bœuf. Hein. Si vous donnez des protéines animales à une viande de bœuf, ça donne la maladie de Creutzfeldt-Jakob, donc qui est la maladie de la Rochefort. Donc il faut lui donner des herbes, il va transformer les protéines en la protéine animale et vous allez manger du bœuf, mais en fait vous allez manger des herbes. Donc vous voyez comment les plantes sont nécessaires et conditionnent votre existence. Donc ne cédez pas la planche sur laquelle vous êtes assis. Donc vous voyez, on est en train de perdre notre identité alimentaire tout en nous rendant malades. Alors, voilà le résultat. Quand vous écoutez les obsèques le matin, dans 100 Guadeloupéens meurent, il y en a 33 qui meurent de maladies cardiovasculaires, 37 en Martinique. Il y a 3 fois plus de diabétiques en Guadeloupe qu'en métropole, 3,3% en métropole, 10% en Guadeloupe. Un Guadeloupéen sur 4 est hypertendu, un enfant Guadeloupéen sur 4 est en surchargement des reins, et la Guadeloupe est le département le plus criminogène de l'outre-mer. Et avec mon amplitude, donc on a fait une... Pas revenir dessus, je pourrais vous dire 2 mots tout à l'heure, mais on a fait une conférence sur sucre et violence. Il y a beaucoup d'études dessus. Et quand je regarde ce que mangeaient mes grands-parents, mes grands-parents mangeaient ce qu'on appelle des aliments à index glycémique bas. L'index glycémique, c'est la capacité que possède un aliment à donner son sucre au sang. Plus le sucre passe doucement dans le sang, en fait, moins on a des problèmes de diabète, d'obésité et forcément, on voit la conséquence des maladies cardiovasculaires. Donc vous voyez comment nos grands-parents, quand ils nous donnaient pollo, patates douces, malanga, fruits à pain, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, bouquet à sucre le samedi et du lait pois rouge seulement le dimanche. Donc vous voyez que nos parents géraient l'index glycémique des aliments, donc géraient des pathologies dont on souffre aujourd'hui. Ensuite, on mangeait frais, on mangeait beaucoup de fruits. Moi, je me rappelle, quand j'allais à l'école, je mangeais des cicates, des goyaves, des mangues au bord des routes. Donc, avant d'arriver à l'école. Donc, l'enfant, il prend son sandwich, son Nutella, du beurre, etc. Pas de fruits, tranquille. Et donc, il aura plein de problèmes. Donc, il ne faut pas s'étonner, l'augmentation des cancers, des maladies d'Alzheimer, des troubles de déficience de l'attention, qui sont liés à une alimentation trop transformée. Alors, j'ai inventé pour vous un nouveau concept qui s'appelle le régime carnivore. Je me suis inspiré du régime d'Okinawa. À Okinawa, en fait, ils ont 54 centenaires pour 100 000 habitants. En France, il y a 26 centenaires pour 100 000 habitants. À Okinawa, ils mangent toujours frais. Ils mangent 5 à 7 fruits et légumes par jour. Est-ce que nous, on mange frais? Ce n'est pas vrai, parce que tous, vous allez à un supermarché. Donc, c'est pas vrai. Ensuite, ils mangent 5 à 7 fruits et légumes par jour. Combien vous avez mangé ce matin? Je vous laisse avec votre conscience. Ne mentez pas, je vous laisse avec votre conscience. Ensuite, ils mangent plus de poisson que de viande. Et surtout, ils mangent des aliments à glycémique bas. Et ils cultivent le bonheur et la joie de vivre. Nous, on va dormir avec des problèmes et on se réveille avec des problèmes. Donc, je vous conseille de manger plus de poisson que de viande. Pas de problème pour trouver du poisson, on est en Guadeloupe. On viendra sur les noms. Parce que vous voulez toujours des excuses. Et on prendra les excuses tout à l'heure. Les excuses de poisson, de chlordécone, on va discuter de ça. Parce que c'est toujours des excuses. Et on vient toujours des excuses pour ne pas manger local. C'est la faute du chlordécone, c'est la faute de pas suffisamment de poisson, c'est la faute de ceci, c'est toujours la faute de cela. Ensuite, moi je trouve tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin pour vivre, je le trouve. Je ne sais pas pourquoi les autres ne le trouvent pas. Moi, je me porte très bien dans les 62 ans. Donc, voilà. Ensuite, ils mangent, donc ce que je vais vous proposer dans le régime caribéen, plus de poisson que de viande, plus d'aliments et glycémiques bas, et plus d'antioxydants. Donc, plus de poisson que de viande. Il faut savoir, quand vous prenez les graisses au niveau animal, on a cochon, on a poulet, tout ça, c'est bourré de cholestérol, mais c'est surtout bourré de graisses, on dit des graisses saturées. Saturées, ça vient du fait que l'atome de carbone est tétravalent. Il y a 4 liaisons.
les 4 liaisons sont prises, on dit que c'est saturé, il n'y a plus de liaison possible. Et des fois, vous avez entre 2 carbones, double liaison. Quand la première double liaison se trouve sous le troisième carbone, on dit oméga 3, poisson, colza par exemple. Quand ça se trouve sous le 6e carbone, c'est les oméga 6, c'est toutes les huiles, type arachide, cholestérol, hein. Les oméga 9, quand ça se trouve sur le 9e carbone, c'est l'huile d'olive ou l'huile d'avocat. Voilà. Donc, plus difficile à trouver les oméga 3 et les oméga 9, très facile à trouver les oméga 6. Donc, emmenez chez vous surtout les oméga 3 et les oméga 6. Alors, pourquoi les oméga 3? Les oméga 3 vont conférer à vos cellules ce qu'on appelle de l'élasticité. Alors, pourquoi l'élasticité est importante? Vous avez donc vos cellules, hein, sont faites de molécules, hein, de lipides, et les graisses type oméga 3 vont conférer de l'élasticité. Vous avez un cœur qui fait boum, 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 boum. Si vous prenez des graisses saturées, ça va boum, boum. Il faut pas boum, boum. Ça soit élastique. Vous savez, du sang qui passe dans vos vaisseaux, il faut que ça soit élastique. Il faut que vous puissiez vous déplacer, il faut que vous soyez élastique. Et donc, c'est le poisson, les oméga 3 vous confèrent cette élasticité. En plus, dans le poisson, vous avez du magnésium, de la taurine, le fixateur du magnésium. Et ces nutriments vont vous protéger de la fatigue, de la nervosité, du stress, de l'hyperstabilité cardiaque, de l'hypertension. Donc déjà, pour votre petit cœur, prenez le bien. Là, on a vu, dans le régime caribéen, pourquoi faut-il choisir le poisson. Maintenant, voyons maintenant ce qu'on appelle l'index glycémique. Il faut savoir que dans votre corps, vous utilisez comme essence, comme énergie, ce qu'on appelle les sucres et les graisses, et principalement les sucres. Et quand vous allez voir le médecin, il vous donne à faire donc, des analyses, et très souvent le médecin, il marque glycémie, glucose émis sang, le taux de glucose dans votre sang. Ce taux de glucose doit être entre 0,80 g et 1,20 g. Et cet équilibre entre 0,80 g et 1,20 g est maintenu par une hormone qui s'appelle l'insuline. Alors, dès que le taux de sucre dépasse 1,20 g, vous sécrétez l'insuline, le fait chuter pour que ça puisse être stabilisé. Il faut savoir que le sucre qui passe le plus vite dans votre sang, c'est le sucre de votre sang, c'est le glucose. On dit l'index glycémique, l'index glycémique de référence, est à 100. Tous les sucres qui ont un index glycémique qui vont se rapprocher de 100 seront des sucres rapides, et tous ceux qui vont tendre vers 0 seront des sucres lents. Et regardez la plus grosse bêtise de nos vies. On a été prendre des pommes de terre avec un index. Mettez, c'est pas vrai ce que je dis, mais mettez km/h derrière. C'est pas vrai, hein, mais c'est juste en image. Le glucose passe à 100 km/h, la pomme de terre qu'on ne produit pas passe, les fruits, ça passe à 88 km/h. Le riz blanc passe à 80 km/h. Le pain blanc, là, les baguettes à 80. Et regardez, quand on nous donnait pollo, patate douce, malanga. Alors, l'igname passe entre 37 et 45, en fonction des variétés. Le malanga à 55, la patate douce à 50. Pollo à 40. Et les pois de pois, les pois rouges, les pois cannes, en fait, vont passer à 30. Les avocats à 0, parce qu'il n'y a pas de sucre dans l'avocat. Donc son index glycémique tombe vers 0. Et en plus, ça ne va pas vous faire grossir, parce que ce sont des acides gras polyinsaturés, des acides gras de constitution. Et ensuite, vous avez un inhibiteur du cholestérol, qui est le bêta-cystostérol, en fait, qui va diminuer non seulement la cholestérolémie, en fait, parce que ça vient en compétition avec le cholestérol. Ensuite, le fruit d'appan, il est à 60 en index glycémique. Donc, vous voyez, on a été chercher des aliments à index glycémique élevés et on a laissé tomber les aliments à index glycémique faibles. Donc, voilà comment ça marche. Voilà, en jaune, c'est en temps montant. On mangeait des patates douces, des malangas, des ignames, donc le sucre montait un petit peu,
et ça redescendait doucement, sans descendre au niveau de 0,80 g, sans descendre ici. Donc vous montez doucement et vous descendez doucement parce que c'est géré par l'insuline. Quand il y a beaucoup d'insuline, en fait, ça reste dans le sang, et si vous faites une hyperglycémie avec la malbouffe, ça va descendre, 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 et surtout vous allez descendre en deçà de 0,80 g. Donc plus vous allez manger du sucre, moins vous aurez du sucre. Quelle est la conséquence de ça? Quand vous faites monter le sucre, vous sécrétez beaucoup d'insuline, et vous avez un appareil qui s'appelle le pancréas. Bam, 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 un moment. Un pancréas sécrète d'insuline encore. Je ne sécrète plus d'insuline. Tu mets encore. Et quand il sécrète plus d'insuline, on dit que vous êtes diabétique. Parce que ça fonctionne plus parce qu'on l'a trop embêté. Alors que nos parents ne l'embêtaient pas beaucoup. Donc ça ne produisait pas beaucoup d'insuline, donc ça ne descendait pas non plus. Et le temps que l'insuline prend pour se dégrader, ça reste encore dans le sang. Vous faites ce qu'on appelle des hypoglycémies réactives. Et les hypoglycémies réactives, en fait, il faut savoir que dans votre cerveau, vous avez deux types de cellules nerveuses. Vous avez les neurones qui permettent la transmission de l'effet nerveux, et vous savez surtout ce qu'on appelle des ravitailleurs en vol. Le foie, le muscle vont stocker le sucre, de glycogène, l'amidon animal. Mais les sucres en réserve dans le foie et dans le muscle. Et votre cerveau qui consomme 24 petits carrés de sucre dans une journée, 24 morceaux de sucre dans une journée, un cerveau, il n'y a pas de réserve, il n'y a pas de bac. Donc comment, en fait, le cerveau, les cellules nerveuses, donc les neurones font pour aller chercher le sucre? Ils ont pris des ravitaillements en vol, comme l'avion qui sort de Toulon, il va en Irak, et il y a un avion qui va ravitailler en vol. C'est la même chose. Donc, l'astrocyte, le ravitailleur, va puiser le sang et le donne aux cellules nerveuses. Encore faut-il que vous ne soyez pas en hypoglycémie réactive. Parce que si vous êtes en hypoglycémie réactive, il manque du sucre au moment de l'aspiration. Et quand vous aspirez, il manque du sucre, tout de suite vous sécrétez de l'adrénaline. Pour aller en chercher. Et vous avez vu, par exemple, vous voyez un chien très méchant. Votre cœur commence à faire boum, 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 parce qu'il faut courir. Le chien n'a pas mordé. Et donc, pour courir, il faut faire sortir du sucre des muscles et du foie. Il est stocké. Et qu'est-ce qui fait battre le cœur? Eh bien, c'est l'adrénaline. Mais cette adrénaline, c'est aussi l'hormone de l'agressivité. Quand vous prenez, par exemple, les délinquants, c'est pourquoi vous avez fait des cas. Comme pressé, c'est pressé. Donc, ils ne vont pas vers des signaux de patates douces. Tout ça dans un rapport, vous allez casser. Non, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont manger des sandwichs. Ils vont prendre une boisson sucrée. Et donc, ils sont tout le temps en hypoglycémie réactive. En plus, ils vont prendre de la cocaïne, de la chiche, des excitants. Donc, forcément, vous voyez que l'alimentation contribue à alimenter la violence. Aussi gentil que vous êtes là, je vous prends, je vous pique avec la cocaïne, vous changez. Vous ne pouvez pas vous maîtriser. Et tout ceci est géré par les sucres. Donc vous voyez comment, et il y a eu un criminologue américain, vous pouvez aller voir sur Internet, qui s'appelle Stephen Schwarzkopf, il a pris 1382 jeunes qui étaient incarcérés dans des prisons américaines, et il a donné à ces jeunes, en fait, une alimentation. Il a changé, il a enlevé tous les bacs d'eau, tous les boissons sucrées, il leur a donné des aliments glycémiques bas, inférieurs à 50, du magnésium, de la vitamine B et un complément. Et après 6 mois, il les a largués en ville avec des bracelets. Ensuite, on les a suivis. Il y avait une diminution des agressions physiques de 82%. Les vols ont diminué de 75% et le refus d'obéir au docteur Perret quand on les arrêtait a été diminué de 62%. Donc vous voyez comment l'alimentation peut avoir une influence directe sur la violence par rapport à cette hypoglycémie réactive. Ensuite, quand vous sécrétez l'insuline, vous faites chuter le taux de sucre, c'est pas vous le jetez, on ne jette pas de l'essence. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous avez 2 bacs à sucre, le foie et le muscle. Comme dans les pompes à essence.
le foie est rempli, vous mettez dans le muscle, et après, par émulsion remplie, automatiquement le surplus est transformé en graisse. Et là, on met ça dans un bac élastique. Puis vous mettez le ligament. Et donc, en fait, c'est ça qui vous fait grossir. Parce qu'il n'y a pas de régulation. En plus, vous ne faites pas d'activité physique. Il faut marcher, il faut utiliser ça. Il faut utiliser les sens. Vous faites un plein et vous garez dans votre voiture, dans votre garage. Chaque fois, vous faites un plein. Il manque 1 centime d'essence, mais vous refaites le plein. Donc ça va déborder, forcément. Et chez nous, ça ne déborde pas. Ensuite, il faut savoir que dans les aliments, vous avez des vitamines qui sont super intéressantes. Je vais vous prendre le cas de la banane. Pourquoi on a mis en place la banane à la classe? Parce que la banane est un fruit en fait, très intéressant. Les sucres qui sont importants pour le cerveau. Et vous avez surtout de la vitamine B, B6. Et il faut savoir que quand vous envoyez un enfant à l'école, je pense, c'est pour qu'il apprenne bien à l'école. Mais pour apprendre bien à l'école, encore faut-il que cet enfant soit concentré sur ce que le maître lui dit, c'est pas qui. Donc, il faut que l'enfant soit concentré. Et la concentration est régulée dans notre cerveau par ce qu'on appelle des neurotransmetteurs, la noradrénaline. Cette noradrénaline, sa biosynthèse se fait à partir d'un acide aminé qu'on appelle la tyrosine, qu'on trouve dans les pois. Et regardez, cette biosynthèse est vitamine B1, B6, B9 dépendante, notamment B1, B6 qu'on trouve dans la banane. Donc quand vous envoyez un enfant à l'école, vous lui donnez une banane, vous lui donnez donc les éléments capables de fabriquer à partir de sa tyrosine de la noradrénaline, l'enfant va se concentrer et tranquille, il va écouter le maître. Mais nous, on ne donne pas de banane. On donne des aliments glycémiques élevés. Ensuite, on dit à l'enfant, tu sais, ma chérie, tu sais, aller à l'école le vendredi. On prend le Nutella, tout ça. Donc l'enfant fait une hyperglycémie. Hypoglycémie active. Adrénaline. Et le maître dit assez. L'enfant ne peut pas se maîtriser. Il ne peut pas se maîtriser. Par contre, vous lui avez donné la banane. Vous lui avez donné des patates douces, des malangas le matin. Il dit, monsieur, je vous écoute. Donc, vous gérez le comportement de vos enfants. Ensuite, comme il est concentré, donc il peut percevoir l'information. Et comme il peut percevoir l'information, à ce moment-là, il peut appuyer sur sauvegarde. Et pour appuyer sur sauvegarde, c'est encore une réaction chimique qui passe par encore un précurseur qui s'appelle la choline, qui va se transformer en acétylcholine, mais regardez, c'est encore vitamine B1, B6, B9 dépendant. Donc vous voyez comment le simple fait déjà de donner à votre enfant simplement une banane, c'est déjà pas mal, sachant qu'il y a 130 fruits pour donner les autres. Et c'est pour ça qu'on a mis en place, avec le conseil général, le conseil régional, le rectorat, la banane à la classe, et regardez comment les enfants sont contents avec leur parents. Voilà. Et donc, il n'y a pas que des bananes, il y a d'autres fruits. Et ces fruits contiennent ce qu'on appelle des antioxydants. Alors, ou des aliments protecteurs. Pour comprendre ce que c'est qu'un aliment qui protège, c'est avant tout comprendre ce que c'est qu'un antioxydant et ce que c'est qu'un radical libre. Qu'est-ce que c'est qu'un radical libre? Vous savez, dans votre corps, vous avez des molécules qui sont issues de ce que vous ingérez. Des molécules d'eau, des molécules de sucre, des molécules de vitamines, etc. Protéines, etc. Donc ces molécules, on va prendre l'exemple de l'eau. L'eau, c'est HO, H2O. C'est pour X raisons, pour des raisons exogènes. Par exemple, vous allez au soleil, vous allez à Fukushima, avec les rayons radioactifs, vous faites des fièvres à répétition, des infections, etc. Vous êtes exposé aux pesticides, etc. Vous pouvez perdre un âge. Vous aviez un couple avec une femme, un homme, ils étaient un couple.
bim, vous pétez la femme ou vous pétez l'homme, ça dépend d'abord où vous êtes. Donc, l'eau devient célibataire d'un H. Donc, c'est H-O, moins un H. Et vous savez, les célibataires, c'est comme vous, hein, vous êtes célibataire, qu'est-ce que vous faites? Vous allez chercher un homme, vous allez chercher une petite femme, ça dépend d'abord où vous êtes. Mais vous n'allez pas prendre un avion pour aller la chercher ça jusqu'en France. Vous allez piquer celui du voisin. Et quand vous piquez celui du voisin, le voisin lui-même devient célibataire. Et alors, on parle de stress oxydatif quand vous avez une accumulation, les qui ont perdu des électrons, qui ont perdu leur femme, qui ont perdu, en fait, leur homme. Et pas le bon, on se trouve. Alors, mais la nature est extrêmement bien faite. La nature a inventé pour vous des polygames. Des non, c'est une femme. Donc, si une petite femme, ça ne va pas les déstabiliser. C'est le cas des substances qu'on appelle des polyphénols. Polyphénols de la banane, polyphénols du vin, etc. Ils sont poly-OH. Comme ils sont plusieurs OH, ils peuvent donner un petit H pour mettre dans le petit H qui vous manque. Ça reconstitue le couple H2O. L'H2O, c'est stable. Toute substance capable de donner des électrons sont des antioxydants. Alors, ce sont des substances qui sont susceptibles de prévenir, de réduire, de réparer les dégâts occasionnés par ce qu'on appelle des radicaux libres. Ils vont protéger nos cellules, notre cœur, notre cerveau contre le vieillissement. C'est des anti-rouilles, des antioxydants. Vous rouillez, prenez un morceau de fer aussi dur que ça soit, vous mettez en présence de substances oxydantes, comme l'oxygène par exemple, là, ça va rouiller, ça va devenir très frileux. Moi, je les appelle aussi des gilets pare-balles. Donc, vous avez des substances qui vous tirent dessus, donc des gilets pour les arrêter. C'est la vitamine A, la vitamine C, la vitamine E, les polyphénols, les curcuminoïdes, etc. Pour la vitamine A, et vous voyez un fruit coloré en jaune, jaune orangé, sauté dessus. Vous êtes presque sûr qu'il soit un caroténoïde, soit de la vitamine A, ou par exemple le lycopène, qui est un caroténoïde. Vous avez dans les tomates, vous avez le melon, contient de la vitamine A, les giromons, la mangue. Voilà les pommes pins, pour ceux qui ne savaient pas ce que c'était, les parocas. La pyxine. La pyxine, c'est un caroténoïde qu'on trouve dans le roucou. Je suis presque sûr, faire remonter dans le temps, que les Caraïbes n'avaient pas de cancer de peau. Pourquoi ils n'avaient pas de cancer? Ils produisaient le corps de pyxine, de roucou. On les appelle des peaux rouges. Donc ils pouvaient s'exposer au soleil, sachant que cette pyxine est liposoluble, ça traversait la barrière de sébum, et dès que les rayons UVA et UVB pétaient un hydrogène de HHO, tout de suite le caroténoïde donnait un petit H et ça rétablissait la problématique, et il n'y avait peut-être pas, on ne peut pas le démontrer, je suis presque sûr, il n'y avait pas de cancer de peau à l'époque. Ça, c'était pour la vitamine A. La vitamine C, en fait, c'est acide. Et nous sommes champions des aliments riches en vitamine C. Vous avez 900 mg de vitamine C dans la noyade, alors qu'il n'y a que 30 mg dans les poires, les raisins et les pommes. 30 mg. Nous, on a 900 mg dans la goyave. On a 1800 mg sur la petite cerise des Antilles. Petite championne du monde, du fruit le plus riche en vitamine C. 1800 mg pour 100 grammes en moyenne. On a trouvé des clones, des espèces qui peuvent avoir jusqu'à 3600 mg de vitamine C. Les Brésiliens, ils sont super intelligents. Comment? Parce que ces Brésiliens, ils savaient que c'était la cerise des Antilles. Des Antilles, Malpighia punicifolia de son grand nom, qui pousse dans nos régions de la Jamaïque jusqu'à Trinidad. Eh bien, ils sont venus chez nous. Ils ont pris nos pieds de cerises, les graines et tout ça, ils ont fait ça au Brésil. Ils ont fait des champs de cerises. Ensuite, ils ont fait des jus de cerises. Ils ont congelé
congelé ces jus de cerise pour garder un petit peu de vitamine C, et ils ont envoyé ça à Carré Antillaise, entre autres. Le problème, c'est que Carré Antillaise doit vous le donner. C'était congelé. Vous voulez le trouver sous le rayon de l'hypermarché. Comme ce n'est pas congelé, ça ne peut pas se conserver. Pour que ça puisse se conserver, on est obligé de faire passer de la chaleur pour détruire les bactéries. Et pour détruire les bactéries avec de la chaleur, vous détruisez la vitamine C. Donc vous avez de l'eau sucrée. Alors que la cerise est dans votre jardin. Et vous le commandez au Brésil. Et comme on n'est pas très intelligent, donc le Brésilien est très intelligent, il va prendre cette cerise, il va le congeler et il va faire ce qu'on appelle un lyophilisage. C'est-à-dire on va passer de l'état solide de la glace à l'état vapeur d'eau. On va évaporer l'eau et on aura un concentré de cerise riche en vitamine C qu'on appelle l'acérola. Ils ont envoyé ça en Allemagne. Les Allemands vont mettre ça sous forme de comprimés et d'ampoules qui vont envoyer ça aux Français de métropole. Les Français vont envoyer ça aux Martiniquais, aux Guadeloupéens et vous allez le trouver comme des... Voilà, à 20 € la boîte. Alors que c'est dans votre jardin. Et bien voilà, donc la mangue, 128 mg de vitamine C, des cajous, 140, piment, qui a permis la découverte de la vitamine C, en est très riche, le citron, 50 mg. Ensuite, la vitamine E, aussi est un donneur d'électrons, un donneur de fer ou un donneur d'eau, ça dépend. Et en fait, vous trouvez ça dans l'huile d'avocat, dans l'huile de coco, dans l'huile de galba, ce sont des protecteurs de votre peau, par exemple, pour lutter contre les bradycardies. Ensuite, vous avez tous les polyphénols, les anthocyanosides, les tannins, vous trouvez ça dans le cacao, c'est très riche en vitamines. Tout ce qui est acre, Par exemple, les icares, c'est acre, la banane, c'est acre, c'est riche en polyphénols. Et en rapide, contient des flavonoïdes qu'on trouve dans l'irapide, c'est aussi en fait des protecteurs. Et vous avez aussi les grenades, c'est les raisins bord de mer, une excellente source de polyphénol, de donneurs d'électrons. La groseille avec ses anthocyanosides. Donc vous voyez comment on est riche en fait en substances protectrices. Les deux champions, c'est le mélange poivre-curcuma. Toujours saupoudrer vos plats de curcuma et de poivre, en fait, ça va vous protéger contre les dégâts liés aux radicaux libres. Donc, ce qu'il faut penser aussi, c'est que on oublie que dans notre ventre, il y a ce qu'on appelle le microbiote intestinal. On a oublié ça. Dans notre ventre, en fait, on a 10 puissance 14 bactéries, 100 000 milliards de bactéries dans notre ventre. 100 000 étrangers chez nous. Vous voyez, on a beaucoup plus de cellules, on a 100 fois plus de bactéries dans notre corps que de cellules dans notre corps. Et ces bactéries, il y en a des délinquants et non délinquants. Et si on mange des aliments très sucrés, il faut aller faire très vite, on va nourrir les délinquants. Les clostridies et tout ça. Et par contre, on a des non-délinquants, comme les lactobacilles, les bifidus. Le problème, c'est que le changement de comportement alimentaire a fait proliférer des mauvaises bactéries au profit des bonnes, et c'est ce qui va générer ce qu'on appelle les dysbioses intestinales, qui sont responsables de plus de 200 maladies à l'intérieur de notre corps. Je vais terminer. Et donc, soignez votre microbiote intestinal en prenant ce qu'on appelle des prébiotiques, c'est-à-dire des fibres solubles qu'on retrouve en fait dans l'alimentation, surtout l'alimentation ancienne. Tout ce que, en fait, comme par exemple les pommes surelles, les tamarins, tout ce qui est gluant. Tout ce qui est gluant comme les gongos, les papayes, les tamarins, les sapotis, ça c'est des aliments pour les bonnes bactéries. Alors, Guadeloupéens, réveillez-vous! Ne laissez plus ça par terre, 900 mg au cours de Goubert, des voyeurs. Donc regardez ici, cette voiture, il ne va pas se garer là, hein, ni cette dame-là qui va... Elle est en train d'aller dans l'hypermarché chercher un jus de goyave. Alors qu'elle le savait.
Ensuite, regardez ça, à Bananier, à Morin, Saint-Claude, des mangues, 128 mg de vitamine C, bourrés de vitamine A, des protecteurs pour vivre dans un pays de soleil. Regardez ce fouillis-à-pain qui est bourré de fouillis-à-pain, et on nous dit qu'il faut faire des économies de quoi? C'est bourré d'économies, c'est quand on n'a pas. Mais après, on a besoin de faire des économies. Il faut faire ce qu'on appelle la générosité de partage. Ben, il faut beaucoup ça. On va l'utiliser après quantité. Générosité de partage. La nature est généreuse. Alors vivons des richesses de notre jardin créole et surtout faisons le bon choix. Soyons des locavores, mangeons local, redevenons guadeloupéens. Comme nos aînés entendent entendre nos enfants, nous dirons merci à vous. Je pense que vous partagerez mon avis. Les pratiques actuelles, les pratiques que nos pratiques ne sont pas celles de nos grands-parents, comme je disais tout à l'heure. Et sans forcément faire un jugement de l'évolution de ces pratiques, ce que j'ai voulu faire à travers ma présentation, c'est surtout interroger le lien entre la tradition et la santé. Parce qu'a priori, ça a l'air d'être des termes antinomiques, mais est-ce que justement, on ne pourrait pas intégrer la tradition et la santé dans nos pratiques alimentaires actuelles? Quel lien en fait on fait entre la tradition et la santé dans nos pratiques alimentaires actuelles? Et au-delà des pratiques, puisque moi je travaille dans le champ de la promotion de la santé, voir comment on peut investir ce lien pour améliorer nos actions d'éducation et de promotion de la santé. Donc voilà, merci d'être resté. Alors voilà. Ma présentation s'est construite autour de ces grands concepts, ces questions. La santé, quand on parle de santé dans l'assiette, de quoi on parle? Quand on parle de tradition, le manger local, le manger guadeloupéen, de quoi on parle? Et en sortant un peu de ces concepts, j'ai essayé de retrouver les études qui nous permettaient d'objectiver le comportement réel des Guadeloupéens. L'étude de l'ORSAC, l'Observatoire régional de la santé, qui nous explique un peu quelles sont les représentations, les normes et les pratiques des Guadeloupéens par rapport à l'alimentation. Et pour finir, j'aimerais bien montrer à travers le programme des écoles Carambole, par exemple, comment nous on arrive à associer la tradition et la santé pour mener des actions d'éducation nutritionnelle intéressantes. Alors c'est vrai que quand on parle d'évolution des pratiques alimentaires, on se réfère à des grands moments de l'histoire de l'alimentation humaine. Et donc moi j'ai voulu mettre en opposition deux grandes périodes de l'alimentation. Âge, on va dire l'époque avant l'agriculture, on est néolithique, hein, c'est avant 10 000 ans, enfin 10 000 ans avant Jésus-Christ, et l'époque après l'industrialisation, la révolution agro-industrielle. Ce que j'ai voulu faire, montrer en tout cas en mettant en opposition ces deux grandes périodes, c'est comment le rapport de l'homme à son alimentation et à sa santé a évolué. Là, en période avant l'agriculture, on était sur un mode, le contexte était un contexte de survie. C'était plus sur un mode de recherche alimentaire. En tant qu'omnivore, on va chercher dans son environnement des aliments qui nous apportent une variété, on va avoir un régime alimentaire varié, le plus possible. Et c'est associé aussi à une connaissance assez importante de l'environnement. L'homme va beaucoup plus expérimenter son environnement et va avoir des connaissances plus importantes par rapport à l'environnement, ce qui va lui permettre de préserver sa santé. À l'époque, après l'industrie, en fait, après la révolution agro-industrielle, on va être sur des problématiques différentes. On n'est pas sur ce contexte de survie, on a au contraire une surabondance alimentaire. On rejoint un petit peu ce dont je disais tout à l'heure. Et justement, cette offre abondante et cette production de masse va amener à des problématiques de santé différentes. On va pas être sur de la malnutrition liée à la sous-nutrition, mais on va être sur des
problématiques de santé liées aux crises alimentaires, les crises sanitaires, comme la crise de la vache folle. Et avec le contexte de sédentarisation, on va progressivement aussi observer une augmentation de la prévalence de l'obésité. Donc on voit en fait avec ces deux périodes comment notre rapport déjà à l'environnement a changé, notre rapport à notre alimentation a également changé et les problématiques liées de santé. Alors il y a on va dire, des mécanismes de régulation qui se sont créés, notamment après la révolution agro-industrielle. C'est vrai que l'État a repris un peu le relais et a tenté de limiter justement ces risques, ces taux de mortalité liés à des maladies nutritionnelles en mettant en place des programmes ou encore des agences qui permettent de réduire justement le risque sanitaire, le risque de mortalité liée à des maladies nutritionnelles. Alors ça tombe bien que ça les revienne. Donc justement, alors je me suis posé la question, c'est vrai qu'on n'est pas, je n'ai pas rajouté la courbe d'espérance de vie, mais on n'est pas du tout sur la même espérance de vie. Donc c'est clair qu'avant, à l'époque de la culture, avant au néolithique, on avait une espérance de vie beaucoup plus courte que maintenant, mais cette différence de causalité peut quand même questionner notre rapport à l'environnement et l'association à la santé. Est-ce que le fait de finalement s'être déconnecté de l'environnement, ça ne nous a pas poussé ça n'a pas engendré toutes les problématiques de santé actuelles? Donc c'est une question que je pose. Alors, finalement, en termes de santé, de quoi on parle quand on parle de santé dans l'assiette? Il faut savoir qu'il y a eu une étude qui a été faite en 1997. C'est la première étude qui a objectivé vraiment le problème, on va dire, de l'obésité, en tout cas de mentalité prématurée, notamment 55 ans, liée aux maladies nutritionnelles. Et donc, suite à cette étude, un comité d'experts de la Haute Autorité de Santé a édité des recommandations pour limiter ce taux de mortalité. Donc, ce sont 9 recommandations nutritionnelles que vous connaissez, qui ont été éditées en 2001. Donc, le repère le plus connu, c'est autour des légumes, on en a parlé tout à l'heure, manger 5 fruits et légumes, sachant que les recommandations ne sont pas toutes axées sur l'alimentation, mais aussi l'activité physique, autour du manger et du. Voilà, aujourd'hui, on est au 3e PNNS, le Plan National Nutrition Santé, et on a une spécificité d'homme, qui est, en fait, les objectifs, on va dire, sont spécifiques d'hommes, certains objectifs sont spécifiques d'hommes, surtout autour de l'offre alimentaire. On s'assure que la qualité des produits vendus, par exemple, en grande surface, ait une teneur moindre en sucre, par exemple. C'est un des objectifs. Demain, on passera au PNNS 4 et on aura toujours les mêmes recommandations, peut-être avec une sensibilité plus forte pour l'activité physique, la sédentarité et l'environnement. Et donc, quand on parle de tradition, et justement, j'interrogeais la tradition. Alors, de quoi on parle quand on dit qu'on mange traditionnel, qu'on mange local, qu'on mange guadeloupéen? Est-ce que c'est lié aux aliments qui poussent en Guadeloupe, aliments confondus, ou est-ce que ce sont des aliments qui sont simplement, qui font partie de notre répertoire alimentaire guadeloupéen? Peu importe, là où ça pousse, comme on parlait tout à l'heure de l'igname de Costa Rica, c'est un igname après tout. Mais est-ce qu'on peut considérer que c'est manger local que de manger un igname de Costa Rica? Après, ça peut être aussi la tradition liée au savoir-faire culinaire, comme par exemple les cacaboeufs de Marie-Galante, ou les bébélés, les calalous. Ça peut être ça, le manger local, lié au savoir-faire. Ça peut être aussi une personne qui est garante du savoir-faire, de la tradition, en tout cas alimentaire. C'est tout autant de choses qui peuvent qualifier des pratiques alimentaires de local, ou traditionnelles, ou guadeloupéennes. Il n'y a pas un seul modèle, mais en tout cas, ce qui m'a permis de. Là, c'était une question que je me suis posée. Et en interrogeant en utilisant la grille de lecture de la sociologie de l'alimentation, j'ai repéré, en fait, c'est exactement ce que je vous disais, donc c'est un ensemble de critères qui vont nous permettre de déterminer si, alors c'est
pas forcément cumuler tous ces critères-là. C'est un ou plusieurs critères qui nous permettent de savoir, de caractériser le modèle alimentaire guadeloupéen. Alors, est-ce que c'est lié à la convivialité, le fait de manger le dimanche ensemble, ou est-ce que c'est lié à la répartition des rôles hommes-femmes, femmes qui cuisinent, femmes qui servent, la temporalité de prise liée au didico, enfin voilà, c'est tout un tas de questions qu'on peut se poser. Parce que quand on parle de l'enjeu local et qu'on l'associe à la santé, c'est bien de savoir, de pouvoir mettre un nom sur ce qu'on entend par manger local. Si vous voulez, le manger local, comme vous l'entendez, n'est pas forcément comme l'entend votre voisine ou votre voisin. Parce qu'il y a tous ces critères-là, d'autant que quand on mange des aliments, on ne mange pas simplement des nutriments, on mange aussi des symboles. Et donc c'est connoté finalement, par le vécu, par l'éducation. Donc il n'y a pas forcément de modèle. C'est difficilement objectivable. Voilà. Les représentations, c'est ce que je disais, les représentations, ce sont des idées qui ne sont pas explicables, qui sont presque innées, en fait, elles sont inexplicables, elles sont intrinsèquement liées à l'individu. Et c'est elles qui poussent à manger telle ou telle chose. Alors, les comportements alimentaires. Alors, ça, ce qui est intéressant, ce que j'ai trouvé intéressant de prendre comme information, c'est la notion de santé. Alors, l'enseigne a fait une étude sur les comportements alimentaires des Guadeloupéens, ça a été fait en 2010, et c'était un recueil téléphonique. Des représentations, toujours, mais des normes et des pratiques. Et pour un tiers des Guadeloupéens, la notion de santé associée au manger. On mange pour préserver sa santé. Et la majorité des Guadeloupéens pensent que manger, c'est une nécessité. On retrouve quand même la santé pour un tiers des Guadeloupéens. Ensuite, quand on rajoute cette notion de santé, donc équilibré, manger équilibré pour vous, qu'est-ce que c'est? Avec un choix multiple. On a quand même la majorité qui dit manger équilibré, c'est manger varié, donc c'est manger un peu de tout, donc les aliments. Manger équilibré, c'est favoriser certains facteurs protecteurs. Comme le disait Henri Joseph, donc les facteurs protecteurs, c'est le gras, c'est les légumes. Donc ce qui est intéressant de voir là, c'est qu'il y a déjà une association de fait pour la plupart des Guadeloupéens. Manger équilibré, c'est manger déjà fruits et légumes. Et pourtant, à côté de ça, on a aussi des personnes qui connaissent, on va dire, le repère le mieux connu des recommandations, c'est le repère sur les fruits et légumes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est pour vous dire que j'ai essayé de trouver dans l'étude de l'enseigne les représentations de santé et les représentations du local. Le local, c'est quand même associé d'abord à la tradition. On mange des plats en sauce, pour 8 Guadeloupéens sur 10. Les enquêtés privilégient les produits locaux, achètent des produits locaux quand ils peuvent, quand c'est possible, et consomment, alors ils disent, en fait, c'est la tradition, l'argument tradition se place bien avant l'argument santé. C'est-à-dire que la question c'était, est-ce que vous avez, sur une alimentation locale selon vous, c'est une alimentation guidée par la tradition, le goût, les produits locaux, parce que ça vous apporte des bénéfices pour votre santé? Pour la plupart, l'argument tradition se place et est prioritaire par rapport à la santé. En fait, on a ce double discours. C'est-à-dire que d'un côté, on se dit que c'est manger local, c'est manger traditionnel, et d'un autre, manger local, c'est manger santé. Il y a cette contradiction et ce double discours dans l'enquête, et c'est intéressant de voir ça. Pour la majorité des Guadeloupéens, on parle de manger local, d'abord parce que c'est bénéfique pour la santé. Et quand l'enseigne a défini ses profils de mangeurs, elle a défini une catégorie qui s'appelait les mangeurs traditionnels. Et les mangeurs traditionnels, par définition, ont une alimentation locale, une alimentation qualifiée d'équilibrée. Voilà. Donc, ce que je voulais que vous reteniez, c'est surtout ce double
double discours entre manger local, c'est manger santé, manger local, c'est aussi manger traditionnel. Alors, on a parlé des représentations, mais qu'est-ce qu'il en est sur les pratiques finalement? Parce que les représentations, c'est déclaratif, on dit qu'on va faire, mais en pratique, sur l'exemple de la consommation des fruits et légumes, par exemple, on sait que près de 80% des mangeurs sont de petits mangeurs de légumes, de fruits, et près des 2/3 de petits consommateurs de légumes. Donc, il y a une sorte de distorsion cognitive entre les représentations, la connaissance, parce qu'on a vu tout à l'heure que le repère le mieux connu, c'était les repères sur la consommation de fruits et légumes, on mangeait au moins 5 par jour. Et malgré tout, c'est pas quelque chose, c'est un levier suffisant pour qu'on passe à l'action, puisqu'on a les petits consommateurs de fruits et légumes. Donc comment arriver à modifier finalement ces changements, ces comportements pour qu'ils soient favorables à la santé? On sait que le savoir finalement n'est pas un levier suffisant pour agir sur les comportements protecteurs, en faveur des comportements protecteurs. Donc c'est un petit peu notre démarche, la démarche de la promotion de la santé, de rendre la population actrice de sa propre santé, de l'accompagner pour qu'elle puisse être actrice, elle, de sa santé. On ne va pas simplement être sur ce levier de la connaissance, malheureusement pas suffisant, parce qu'on sait bien, on sait des choses et pourtant on ne les fait pas. Alors on passe de phase en phase, étape en étape. La connaissance, d'accord, mais c'est bien de savoir qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour parce que c'est important, parce qu'il y a des antioxydants. Mais est-ce qu'on comprend réellement ce que ça veut dire? Est-ce que c'est 5 fruits et 5 légumes? Est-ce que c'est 5 fruits variés? Est-ce que c'est un cocktail de fruits? Si on ne le sait pas, on ne le fera pas. Donc, c'est déjà comprendre. Ensuite, la phase suivante, c'est l'adhésion. Passer de l'adhésion, de la compréhension à l'adhésion, c'est déjà mettre en rapport aux pratiques. Ce qui est pratique dans notre quotidien, est-ce que c'est possible de manger 5 portions de 80 grammes de fruits et légumes? Et ensuite, une fois qu'on a examiné c'est possible, et qu'on sait finalement qu'on a cette capacité en soi à le faire, on peut agir. C'est la démarche de la promotion de la santé, accompagner l'individu qui puisse être finalement maître de sa propre santé. Voilà, donc on va agir effectivement avec l'individu, mais pas qu'avec lui, parce que tout ne pèse pas sur ses épaules. L'idée, c'est aussi de rendre l'environnement favorable pour qu'il puisse trouver, qu'il puisse plus facilement avoir un comportement favorable à sa santé. On va à la fois agir sur l'individu en renforçant sa capacité d'agir, en partant de son savoir-être, de ses ressources en fait, et de sa culture, en prenant bien compte, en faisant attention de bien baliser le principal démarche, le principe de la promotion de la santé, c'est quand même un principe bien traitant, on fait en sorte que l'individu soit toujours volontaire et que les messages qu'on donner soit positif pour qu'il puisse renforcer sa capacité d'agir. Et on agit sur l'environnement, je le disais. L'environnement est compris comme l'environnement physique, l'offre alimentaire et l'offre d'activité physique, puisqu'on est sur le manger et le bouger, et aussi sur l'environnement social. L'environnement social, c'est l'ensemble des individus qui vont entourer l'individu en question. Ça peut être les professionnels, ça peut être la famille, ça peut être les amis. L'exemple des programmes des écoles Carambole, c'est simplement une série des photos que j'ai compilées qui montrent les actions qu'on mène toujours dans ce principe de promotion de la santé. Des actions envers les enfants, donc c'est des actions d'éducation nutritionnelle, où on les invite en respectant toujours ces différents niveaux de capacité d'agir. Les inviter à découvrir la promotion de fruits et légumes, la promotion d'eau et la promotion d'activité physique. Ce sont les facteurs protecteurs de santé. Donc voilà, je montre en fait les actions qu'on mène envers les individus, donc les enfants, envers les professionnels, c'est l'environnement social. Là, vous voyez
pâtissière qui travaille sur jardin créole. L'idée, c'est que les enfants puissent apprendre aussi à cultiver la terre. On retourne un peu aux sources. Et on investit aussi ces temps forts de l'école, les temps qui rythment aussi nos journées, nos temps, quoi. C'est le carnaval. On a tout un tas de stratagèmes qui nous permettent d'investir finalement l'école, d'investir ce lien aussi entre tradition et santé. Voilà. J'ai parlé de l'offre, j'ai parlé tout à l'heure de l'amélioration de l'environnement physique. Tout à l'heure, Joseph a parlé du dispositif Amène à la classe. C'est un dispositif qui permet d'améliorer la qualité améliorer la qualité nutritionnelle des collations à la récréation. On a un autre dispositif qui s'appelle un fruit pour la récré qui a absolument la même fonction. Sauf qu'on n'est pas que ciblé sur la banane, et c'est du coup tous les fruits, des fruits d'ici